Bonsoir à tous. Je suis ravi de me retrouver ce soir avec vous. Je remercie Françoise de m'avoir invité. Je suis un peu gêné parce que je n'ai absolument rien préparé. Il m'avait semblé qu'on était plutôt dans un échange, dans un débat. Donc c'est un peu ennuyeux de passer après cet exposé aussi riche d'Isabelle. Par ailleurs, il faut quand même que je me situe en rappelant que je ne suis absolument pas porteur, en l'occurrence, d'une mémoire militante, parce que je n'ai vécu ni de près ni de loin les événements des années 60 et 70. Et je suis professeur d'histoire, géographie dans le secondaire. Je suis en train d'achever une recherche doctorale sur l'école en Guyane, de 1930 au début des années 50. Donc je ne suis pas fondamentalement spécialiste des années 60 et 70, donc par ailleurs. Et enfin, je voulais également préciser que du coup, je me situe plutôt dans une histoire coloniale un peu plus froide, je dirais, qui tend, alors peut-être que je vais prendre des risques, mais à interroger le colonial, qu'est-ce qu'il est concrètement, parce que les histoires que Isabelle évoque, s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas du tout celles de la Guyane. Mais ce qui est important de rappeler, parce que je regardais un petit peu les affiches là, qui sont autour de moi, c'est que dans les années 60 et 70, en Guyane, il y a un vrai retour critique sur le colonial, une réification du colonial, et il y a une tendance à vouloir assimiler les situations les plus critiques du colonial à la situation guyanaise. Alors, un petit contexte, donc je vais essayer vraiment d'être court pour qu'on puisse échanger, et peut-être que je pourrais être plus précis dans les questions que vous poseriez éventuellement. Donc, la Guyane se différencie, me semble-t-il, des Outre-mer de la République encore aujourd'hui, parce que c'est le seul territoire continental, déjà, situé en Amérique du Sud, et à plus forte raison se différencie parce que dans les années 60, et on va dire dans les années 70 même, c'est le dernier territoire encore sous domination en quelque sorte, ou en tout cas maintenant des liens avec une puissance européenne, dans une Amérique latine largement émancipée au XIXe siècle, et puis ensuite les Guyanes néerlandaises et anglaises qui obtiennent leur indépendance pour la dernière en 1966, s'agissant du Guyana. Voilà. Ensuite, autre particularité de la Guyane, c'est qu'on est dans un espace qui ne dépasse pas 40 000 habitants. Donc ça change toutes les relations. Je discutais au début avec un membre du public. Tout le monde se connaît quasiment. Et en même temps, on se trouve dans un département qui est équipé comme n'importe quel département de l'espace hexagonal. Donc il y a des enjeux politiques et financiers assez conséquents, assez importants plutôt, je dirais, qui en même temps concernent une élite très restreinte. Ensuite, peut-être toujours dans cette spécificité, on se trouve sur un territoire très très vaste, mais en même temps, tout se joue sur une bande littorale de 40 km de profondeur. Je vous... Oui. Alors, je le recule. Voilà, c'est ça. C'est mieux. Voilà. Depuis tout à l'heure. Bon, je vais me caler sur vous me direz. Tout ça pour vous dire que depuis 1930, voilà, désolé, c'est mieux comme ça. Voilà, c'est bien. Voilà. Depuis 1930, en fait, 90% du territoire guyanais amazonien a un statut colonial spécifique, donc qui se distingue de la Guyane proprement dite. En 1946, cette Guyane proprement dite est départementalisée, c'est-à-dire qu'elle est intégrée dans l'ensemble national, sauf cette partie que l'on va appeler la colonie de Linini, et qui regroupe majoritairement des Amérindiens et des Noirs marrons. Alors,
Les Amérindiens, vous connaissez, hein, ils sont présents depuis bien longtemps dans cette société, même si leur souveraineté s'est largement perdu du poids et s'est dévitalisée. Les Noirs-Marrons ont cette spécificité en Guyane, peut-être méconnue, me semble-t-il, mais très intéressante, d'avoir gagné leur liberté par la guerre contre le Suriname et surtout d'avoir signé des traités de paix avec les autorités coloniales néerlandaises puis françaises pour obtenir des droits territoriaux, des tribus versés par les autorités coloniales et en réalité jusqu'à nos jours une rémunération par le gouvernement de la République de leurs plus hautes autorités politiques et culturelles, ce qui n'est pas rien. Par ailleurs, on va dire que la donne de peuplement se complexifie parce que, évidemment, dans les années 60, le général de Gaulle lance l'impulsion spatiale, ce qui a pour effet d'augmenter l'immigration, mais on a aussi les effets sociaux de la départementalisation qui fonctionnent comme un push factor qui attire énormément dans la région. Voilà, je réfléchis encore sur la spécificité. Voilà. Alors, s'agissant donc des années 60 et 70, donc en 1968, si on veut être très précis, à Cayenne, puisque c'est vraiment là que tout se joue dans l'espace politique et social, il ne se passe rien. Tout se passe à Paris. L'événement le plus significatif, c'est l'occupation du local d'un parti, le MPG, le Mouvement pour la Guyane, qui avait été fondé par le premier préfet de la Guyane, Robert Vignon. Alors la particularité de Robert Vignon, c'est qu'il a été le préfet qui a occupé jusqu'à ce jour le plus longtemps cette fonction, 8 ans en Outre-mer, ce qui n'est pas rien. Et par la suite, il entame une carrière politique qui lui permet de devenir conseiller régional et sénateur de la Guyane. Donc en quelque sorte, il fait la figure de représentant de cet État colonial qui est décrié dans les années 60. Voilà. Alors ce local, il est occupé par quelques étudiants, on va dire, je sais pas, il doit être 30, 40 à tout casser selon mes sources. Je n'ai pas vraiment travaillé là-dessus, hein, donc il faudrait vraiment creuser. Et ils sont... Oui, je confirme. Tu confirmes ? Oui, oui. D'accord. Et ils sont délogés par les CRS de ce local. Voilà. Par contre, ce qui est important, me semble-t-il, dans les années 60 et 70, c'est qu'on a une multiplication de mouvements sociaux, de mouvements politiques de plus en plus violents, hein, particulièrement dans les années 70, sur, on va dire, trois thèmes particuliers. Le premier, c'est la critique de la départementalisation, qui avait pourtant été largement approuvée par les élites sociales et politiques de ce territoire en 1946. Donc vraiment un retour extrêmement critique sur la départementalisation, avec l'idée, grosso modo, que celle-ci aurait manqué à ses devoirs dans l'extension, la généralisation des droits sociaux qui devraient être associés à la citoyenneté française. Deuxième thématique extrêmement puissante dans ces mouvements sociaux, c'est celle de l'aliénation culturelle. Donc c'est la remise en cause du français, etc., une revendication du créole à l'école, etc. Et enfin, troisième critique, mais on va dire de manière générale, c'est l'idée que l'État maintiendrait des pratiques coloniales outrageantes qui enferment les Guyanais dans un passé qu'ils croyaient révolu. Voilà. Mes travaux tendent à démontrer que la réalité est quand même tout autre. Voilà. D'abord parce que ces mouvements sociaux sont surtout animés, dirigés par des fonctionnaires, et que la Guyane, alors je ne sais pas si c'est le cas pour les Antilles ou la Nouvelle-Calédonie, mais la Guyane se singularise déjà dans les années 30, mais à plus forte raison avec la départementalisation, par une hypertrophie de la fonction publique.
Voilà, ce qui explique par ailleurs que le Parti communiste n'ait jamais pu s'implanter et réellement, comment dirais-je, avoir une assise telle qu'il a pu l'avoir aux Antilles. Oui, mais c'est la même chose quand même. Il y a une hypertrophie De la fonction publique. Oui. Voilà. Et dans cette fonction mais il y a publique... du PC. Oui, bah alors moi, il n'y en a pas. Il y en a même deux en Ils Martinique. Deuxième, comment dirais-je, remise en... Enfin, pas remise en cause, mais paradoxe qui m'interpelle, c'est cette... comment je pourrais dire, cette volonté, cette lutte permanente dans les années 60 et 70 d'une égalité des droits. Voilà, pour reprendre un petit peu l'expression qui a eu beaucoup de succès d'Aimé Césaire, français de plein droit. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on ne revendique pas une particularité, une spécificité de l'outre-mer, de la Guyane, et ce faisant des droits spécifiques au nom de cette particularité, et des droits spécifiques qui, selon mes travaux pour le moment, qui puisent largement dans l'exception coloniale. De sorte que on pourrait, alors là encore c'est la discussion, mais on pourrait imaginer, en tout cas c'est comme ça que je le pense, que se revendique une fonction publique d'outre-mer. Voilà. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire un régime de rémunération différent, ça veut dire des régimes de congés différents, des régimes de retraite différents, etc., etc. Voilà. Qui, pour la plupart, sont toujours en vigueur aujourd'hui. Voilà. Et puis... je réfléchis. Pour terminer, oui, quand même, l'importance de la jeunesse. La jeunesse qui est extrêmement politisée, parfois instrumentalisée, en tout cas elle est très présente, la jeunesse étudiante est très présente, et il me semble là encore que c'est ce qui va légitimer le pouvoir de construire des universités en Outre-mer, hein, puisque ce n'était pas le cas. La première université, je crois que c'est dans les années 60, 65, donc c'est extrêmement tardif. C'est en Martinique, hein, ça prend. Vous êtes d'abord, c'est même pas. Oui, c'est voilà, ouais, et progressivement une autonomie, et elle est officialisée en 82. Mais ce que j'ai vu moi dans les sources, dans les discussions ministérielles, c'est que d'abord il y a un échec de ces étudiants, mais le pouvoir est surtout inquiet de leur politisation au sein des mouvements maoïstes ou marxistes, et donc on préfère qu'ils fassent leurs études supérieures sur place. Voilà, mais ce qui n'empêche pas la politisation de ces étudiants, puisque les mouvements sociaux aussi et politiques s'autonomisent, hein, vraiment, donc ils sont propres à la Guyane. On a des partis propres à la Guyane, des syndicats propres à la Guyane. En 62, le principal syndicat des travailleurs de la Guyane prend le nom d'Union des travailleurs de la Guyane, et en fait s'autonomise, puisqu'auparavant il était rattaché à la CGT. Voilà. Au nom du fait que les problèmes de la Guyane ne peuvent plus être pensés en métropole, et en tout cas dans l'Hexagone, et doivent être pensés sur place par des acteurs créoles. Voilà, me semble-t-il, comme exposé. Bien, alors je vais essayer de parler des trois autres vieilles colonies, entre guillemets, c'est-à-dire des trois autres territoires qui ont été départementalisés en 1946, et en essayant de faire des ponts entre les deux pour voir les points communs et aussi les différences. Donc je vais revenir sur cette loi du 19 mars 1946 avec la question que cette loi a été promue par des gens qui après vont la combattre, hein, parce que l'idée en particulier d'Aimé Césaire c'était que la loi était une loi d'égalisation et aurait permis un rattrapage des conditions de vie avec la métropole. Et le mot assimilation qu'on a utilisé après n'est pas donné à ce moment-là. Hein. C'est plutôt cette loi d'égalité, d'égalisation et de rattrapage. Et donc, il y a une situation qui est assez proche
à La Réunion de ce qui a été dit pour la Nouvelle-Calédonie. Alors je ne sais pas si on emploie le mot pour la Nouvelle-Calédonie, mais avec le fait qu'il y a un maintien à La Réunion des régimes de travail contraints, hein, et au-delà de 1946, au-delà donc de la suppression du régime de l'indigénat, je m'appuie sur une étude que je vais vous citer quand même, d'Héloïse Finch-Boyer, qui met ce maintien des régimes de travail contraints jusqu'en 1960. Donc vous voyez, à La Réunion, maintien. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de ce qu'on appelle les engagés. Je ne sais pas si on emploie le mot en Nouvelle-Calédonie aussi. Quoi. Oui, pas seulement. Ils sont 120 000 à La Réunion entre 1848 et 1933. Là aussi, c'est l'action de la SDN qui fait qu'on arrête officiellement le travail, les convois, mais en réalité, ils sont là. Et ils ont un système tout à fait particulier à La Réunion qui s'appelle un colonnage partiaire. C'est-à-dire que c'est des métayers, en fait, pour dire les choses. Ce sont des métayers et qui ne touchent en fait que 40% de leur récolte. Le reste, va à leurs propriétaires. Et ils sont dépendants vraiment, donc ils ne sont plus dans le travail aussi contraint qu'ils l'étaient avant, mais ils sont complètement dépendants économiquement. Donc ça, c'est un peu le point commun avec la Nouvelle-Calédonie. Ils viennent pas seulement d'Inde, La Réunion, ils viennent aussi beaucoup d'Afrique, ils viennent d'Inde aussi, mais aussi d'Afrique de l'Est. Et ce qui est particulier à La Réunion, mais qu'évidemment on retrouve aux Antilles, et peut-être, tu diras en Guyane c'est le cas, c'est en fait l'importance, et ça on ne le voit pas tellement, en particulier dans les discours militants, c'est l'importance de la question de la couleur. La question de la couleur qui n'est pas seulement entre dominé et dominant, mais qui est aussi à l'intérieur des dominés. C'est-à-dire que cette question de la couleur est absolument fondamentale dans la façon dont les gens sont placés, dans les représentations par rapport à cela. Et les travaux les plus récents portent là-dessus. Alors, je ne sais pas, en Guyane, oui, vas-y, si tu veux intervenir. Non, pas spécialement là-dessus. Mais, d'accord. Je pense que la couleur a un poids très important dans ces territoires à cause de l'industrie sucrière, et ce qui n'est pas du tout le cas en Guyane, parce que dès 1848, les grands blancs, tels qu'on les appelait à l'époque, disparaissent, de sorte que ceux que j'évoquais tout à l'heure, les fonctionnaires, sont aussi les grands propriétaires fonciers. Donc ce sont les créoles qui ont la main mise sur l'économie. Voilà. Alors effectivement, le fondement c'est l'industrie sucrière, mais à partir dans la post-seconde guerre mondiale, elle est en voie de disparaître, d'effondrement, aussi bien à La Réunion qu'aux Antilles. Hein. Alors il reste encore bien sûr des plantations de canne, mais entre 50 et 60, il y a une disparition ce qu'on appelle les habitations. Alors ça, c'est le premier point qu'on pourrait voir. Alors le point qui est alors très différent à la fois de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie, c'est l'importance des partis communistes. C'est-à-dire les partis communistes aux Antilles, donc en Guadeloupe et en Martinique, et à La Réunion aussi, hein, les trois. Oui, la famille Vergès. Les partis communistes jouent un rôle extrêmement important, et il y a d'abord eu tout un débat sur quelle position adopter. Vous savez qu'en Martinique, ils se sont divisés en 1956 quand Aimé Césaire a quitté le Parti communiste français à la suite des événements donc en Europe de l'Est. Il ne supportait plus du tout ce qui était la position du Parti communiste français par rapport à la Pologne et par rapport à la Hongrie, et a fondé son propre parti, le Parti populaire martiniquais, mais il est resté un PC martiniquais. Donc on a eu deux PC qui ont joué un rôle extrêmement important, et il en est de même en Guadeloupe. Alors en Guadeloupe, avec une séparation très nette à l'intérieur du PC guadeloupéen entre une fraction disons suiviste, on peut dire, qui était celle un temps de Rosan Girard, et puis une fraction beaucoup plus modérée qui s'est accommodée très vite
des rapports avec le préfet, c'est le cas, et ça va être important dans ce que je vais vous raconter après sur ce qui s'est passé en 67, le maire de Pointe-à-Pitre, par exemple, Bangou, qui a eu cette position-là beaucoup plus modérée, on peut dire, et le préfet de l'époque qui a conduit la répression a dit c'est la seule tête politique de Guadeloupe. Donc c'était un compliment. Voilà. Alors voilà comment donc on peut dire les points communs. Alors ces partis communistes sont très inquiets. Non, ce que je voulais dire aussi, parce qu'on a parlé tout à l'heure des fonctionnaires, c'est qu'il y a eu effectivement, alors c'est pas exactement la situation dans Guyane que tu as décrite, mais il y a eu une grande grève en 1953 qui en fait, aussi bien à La Réunion que en Guyane aussi, bon d'accord, je ne savais pas, Martinique et Guadeloupe, qui en fait pour une demande d'égalité par rapport aux fonctionnaires venus de métropole. Et donc une revendication, je crois qu'ils avaient plus 40% de leur salaire, et donc une revendication de cela, et une mobilisation donc contre les Européens au nom de la lutte de classe. Et ça, c'était très important pour forger une mentalité dont on va voir dans les épisodes de rébellions urbaines de 59 en Martinique et surtout de 67 en Guadeloupe, à quel point ça a marqué, enfin, ça a été important. Alors, voilà, merci. Cette grève a été victorieuse finalement, et donc a donné une place à ces fonctionnaires, mais une place dans la fonction publique. Et je disais tout à l'heure, en particulier Aimé Césaire, donc maire de Pointe-à-Pitre, et élu, a créé énormément de postes dans la fonction publique municipale, on dirait aujourd'hui, pour essayer de contrer le problème qui était le problème qui est celui des années 60 quand même, c'est celui du manque d'emploi. Hein. Les emplois, sur les terres agricoles sont en forte diminution. Les gens vont dans les villes, il y a un exode rural extrêmement fort, il y a une très forte démographie, et donc les jeunes sont sans emploi. Hein. Et on a une population très jeune, la moitié, en 59, la moitié de la population martiniquaise a moins de 20 ans, et qui n'a pas d'emploi. Qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de... et qui est là, qui ne supporte plus la situation. Alors, je vais vous parler très rapidement quand même des deux épisodes. Je vais plutôt être dans le politique plus que des deux épisodes donc de rébellions urbaines en décembre 59 à Fort-de-France. Alors, pourquoi ? Parce que c'est un banal accident de la circulation entre un Martiniquais et un métropolitain, en fait, ce qu'ils appellent pieds noirs. Ça ne veut pas dire que c'est des pieds noirs algériens, mais là, en l'occurrence, c'était pas un pied noir algérien, mais il était arrivé après 56, donc après les indépendances de Tunisie et du Maroc. Il y a eu tout un lot aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont arrivés dans les colonies. Donc un banal incident de scooter qui se règle finalement autour d'un pot, mais qui provoque, alors qu'ils sont en train de boire, ils se sont réconciliés finalement après s'être bien engueulés, pardon du terme, mais qui provoque des troubles. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette fermentation dans la population contre les Blancs, hein, contre les métros, contre les CRS surtout. Il y avait une compagnie de CRS à la Martinique où il y avait eu des incidents, énormément d'incidents avec eux, des incidents de type raciste, des incidents aussi entre les CRS et les filles, enfin les filles martiniquaises, donc toute une série de choses qui font que la population était très remontée. Et il y a un épisode, il y a 3 jours d'affrontement, épisode de rébellions urbaines. On s'en prend donc au commissariat, vitres cassées, des magasins, voitures brûlées, etc. Et il y a 3 jeunes qui sont tués par balle par les forces de l'ordre au cours de ces 3 jours. Donc une grosse émotion en Martinique.
Et on est en 59, décembre 59, Cuba vient d'être indépendant, et donc avec une terreur des autorités que ça se passe comme à Cuba, que l'indépendance est au contraire d'une revendication d'une partie du Parti communiste martiniquais qui dit qu'effectivement c'est le début de la révolution, quand il faut faire comme à Cuba. Voilà. Donc il y a tout ce climat, on peut dire, qui est extrêmement important. Et alors arrive ce dont tu as parlé aussi, et puis ce dont vous avez parlé, mais d'une certaine façon, c'est que, en fait, dans le contexte de la guerre d'Algérie, les étudiants antillais sont regroupés dans des associations. Les étudiants en métropole se sont retrouvés dans des associations qui mènent un combat anticolonialiste depuis le début des années 60. Et ils trouvent que le Parti communiste français est beaucoup trop mou par rapport à ça, et ils demandent dans un premier temps la lutte pour l'autonomie, et ils arrivent même à mettre sur pied en avril 61 un front des Antillais et Guyanais pour l'autonomie, donc en métropole, à l'initiative de personnalités antillaises de la capitale, et notamment du jeune Édouard Glissant. Il prône donc ce front la création de structures rassemblant tous ceux qui se reconnaissent dans les idéaux anticolonialistes. On n'emploie pas le mot nationaliste parce que ça gêne les communistes, donc on dit anticolonialiste. Mais le front est dissous 3 mois plus tard par le gouvernement, qui a très très peur de cela, comme il a eu très très peur des épisodes de rébellion urbaine en Martinique. Il va essayer de se réorganiser clandestinement, mais au lieu d'avoir un front uni, comme il était proposé sur les 3 départements, c'est par territoire et par nationalité. Et donc c'est très important parce que ça va accentuer une séparation, on peut dire, entre les modes d'intervention politique. Et aussi, il constitue des groupes de base, cependant, à partir de l'AGEM, l'Association Générale des Étudiants Martiniquais, et la GEG, je ne sais pas comment on prononce, l'Association Générale des Étudiants Guadeloupéens, et qui ont c'est assez intéressant parce que quand ils vont se tourner vers le marxisme-léniniste pro-chinois, c'est des choses qui vont jouer. Ils font des groupes de base, un au Sénégal, l'autre aux usines Renault de Boulogne-Billancourt. Donc il commence à y avoir des liens entre étudiants et des ouvriers, ou des étudiants travaillant comme ouvriers. Voilà. Alors, une autre organisation est constituée en Martinique le 30 septembre 62, qui s'appelle l'OJAM, l'Organisation de la Jeunesse Anticolonialiste de Martinique, et là aussi qui rassemble à la fois des étudiants, des militants communistes et des jeunes de quartier. Ces jeunes dont je vous disais sans emploi, qui aujourd'hui on dirait qu'ils tenaient les murs, voilà. Et donc ces jeunes appellent à une lutte de libération, à une décolonisation totale, et avec le mot d'ordre, la Martinique aux Martiniquais. Donc vous voyez, on est vraiment dans une revendication en décembre 62. Mais évidemment, l'État tout de suite réagit. Ils sont poursuivis devant la Cour de sûreté de l'État dès février 63, puis ensuite devant le tribunal correctionnel de la Seine. Et il y a toute une série de jugements, d'appels, etc. Et finalement, en avril 64, des mesures... Mais ils ont fait de la prison, beaucoup, ceux qui ont été arrêtés. Mais un jugement relativement clément. Il y a des peines d'emprisonnement, mais assorties du sursis. Voilà. Mais c'est important parce que c'est le premier épisode où à la fois on juge pour enfin, sans preuve quasiment. C'est des gens qui ont distribué des tracts. Enfin, il n'y a pas du tout d'actes de violence caractérisés. Mais on les juge devant la Cour de sûreté de l'État, ce qui va être renouvelé après en 67. Et en 63 est créé en métropole le groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe, le GONG. Le GONG, dont je vais vous reparler en 67, qui se réclame du marxisme-léninisme tendance Pékin, après la lettre en 25 points, et qui obtient le soutien du Parti communiste belge pro-chinois, le parti de Grippa. Alors c'est intéressant parce que c'est le seul parti belge pro-chinois qui était majoritaire par rapport à l'autre parti communiste, si vous voulez, parce que Jacques Grippa était un ancien résistant, un des dirigeants du parti communiste
qui n'avait pas parlé, qui avait été arrêté pendant la guerre, torturé, pas parlé, et qui avait donc une grande renommée et qui était très aimé donc, dans ce milieu-là. Et donc, quand il prend le parti des communistes chinois, la majorité du PCB le suit. Et donc, comme c'est le seul en Europe, les Chinois, c'est un peu l'antenne des Chinois, si vous voulez. Et donc, tous les quelques fonds qui arrivent de Chine passent par là. Alors, il y en a un certain nombre qui en ont profité en France, et en Guadeloupe aussi. Donc, les communistes belges, pro-chinois, impriment la propagande du gong. Donc les affiches, c'est très beau d'ailleurs, il y a de l'argent, les affiches, les tracts, etc. Malheureusement, en général, la police est au courant et les saisit à l'arrivée du bateau. Voilà. Donc ça vaut en fait des très beaux instruments de propagande, mais qui n'ont pas été diffusés. En particulier une très belle affiche sur briser les urnes électorales du colonialisme de mars 67, qui est magnifique, et on en a beaucoup dans les archives, c'est la police, hein, donc qui est à ce format-là, en couleur, très beau. Voilà. Glissant Comment ? Glissant. Glissant n'est pas au gong, non. Glissant n'est pas au gong. C'est Pierre Sainton, qui est le dirigeant et qui a à peu près l'âge d'ailleurs de Chibaou, c'est-à-dire il a une quarantaine d'années en 67, hein, donc c'est à peu près ça. Et donc, où j'en étais ? Voilà. Voilà, ils s'implantent, ils étaient en métropole en 63, ils s'implantent en Guadeloupe en 64, et ils commencent une propagande, et en particulier, alors on dit toujours que c'est aujourd'hui, depuis 98, qu'on a retrouvé la mémoire de l'esclavage, mais pas du tout. Pierre Sainton, par exemple, je vais vous donner un extrait d'un discours à la jeunesse qui commémore le sacrifice de Louis Degresse, donc, qui a été tué, comme vous le savez, en 1802 dans la lutte contre les armées napoléoniennes, et qui en fait, donc voilà ce que dit Sainton, je rappellerai la haute valeur symbolique de l'acte de Delgrès, son appel intense de désespoir aux générations futures, et le retentissement magnifique de leur exemple dans le monde entier. J'ajoute, l'homme naît libre, il a des droits nés libres, et il a des droits humains légitimes et sacrés, des droits nationaux, des droits internationaux. Je déclare solennellement sur la stèle de Delgrès que le gong entame dès aujourd'hui, 30 mai 64, en Guadeloupe, sur le sol national, la lutte de libération. Voilà. Donc, ça fait très très peur aux renseignements généraux et à la DST, qui voit déjà la main de Cuba, de Pékin, etc. Et donc, ça va devenir la cible du préfet qui arrive en 65, le préfet Bolotte. Le préfet Pierre Bolotte, donc, qui sera le préfet des violences de 1967. Alors, il y a aussi un autre front guadeloupéen pour l'autonomie qui se crée avec le Parti communiste, ses organisations de masse, et là aussi un journal qui s'appelle Le Progrès social, et on inculpe le principal rédacteur du journal, toujours atteinte à l'intégrité du territoire national, enfin la justice à la main lourde, hein, Cour de sûreté de l'État, il est emprisonné à la santé. Voilà, alors, le vocabulaire du gong attire des jeunes scolarisés. Les étudiants, ils sont en général en métropole, mais il y a des sections du gong en métropole, beaucoup. En particulier, je ne suis pas arrivé à trouver pourquoi, en faculté de médecine. Faculté de médecine, il y a énormément de membres du gong en métropole qui sont dans les facs de médecine, ou qui sont déjà médecins. Et donc, des jeunes ouvriers sans travail qui sont avides d'action et de changement, en particulier l'un d'entre eux, qui va devenir un des leaders de masse, j'appelle ça, de ces jeunes-là des quartiers, qui s'appelle Jacques Nestor. Alors, vous verrez pourquoi je vous donne son nom. Et on arrive aux événements de 67 en Guadeloupe, où il y a deux types d'événements. Alors, j'aurai pas le temps de détailler le premier, mais quand même, mars 67, premier épisode de rébellions urbaines à Basse-Terre, à propos de l'action d'un commerçant qui s'en prend à un cordonnier invalide noir qui était sur le trottoir, et donc à la suite de ça, il y a tout un épisode de rébellions urbaines. Arrivée des Pumas de Guadeloupe, les jeunes s'en prennent aux Blancs,
déjà, c'est-à-dire qu'ils sont poursuivis dans... Enfin, il y a quelque chose de lutte raciale, si vous voulez, qui se passe à ce moment-là, et il y a des élections. Et les élections, au premier tour, c'est la candidate communiste qui arrive en tête, et au second, bien sûr, c'est le candidat du gouvernement. Il y a eu quelques manipulations entre-temps. Voilà. Le préfet était très très bien là-dessus. Mais le plus événement, c'est-à-dire que le 68, si je peux dire, puisque je dois parler de 68 quand même, de Guadeloupe, c'est fait en 67, c'est en mai 67. En mai 67, alors, il y a un épisode de le Gong fait sa propagande, il écrit sur les murs, là aussi, il fait même une manifestation pour l'indépendance nationale le 1er mai à Capesterre, dans la ville du docteur Santon, où le docteur Santon officie comme médecin. Et donc ça inquiète beaucoup la police, et le préfet arrive faisant pression très vivement, ça se voit dans les archives, sur le procureur, à demander une saisine de la Cour de sûreté de l'État contre les gens qui sont tous connus. Hein. C'est un petit territoire aussi, il y a peu de monde, ils sont tous connus, et alors ils ne savent pas à quel moment ils le font, mais les renseignements généraux, ils relèvent tout, enfin il y a toute une liste des slogans, etc. Et on envoie un premier, et c'est important de le savoir, parce que le préfet savait ça, on envoie une première commission de la DST, représentant de la police judiciaire et de la DST, qui vient voir si vraiment c'est le Gong, comme le dit le préfet, qui est à l'origine des incidents, de la rébellion de mars 67. Ils enquêtent partout, et ils font un rapport que le préfet a, qui est avant les événements de mai 67, hein, il est du 17 avril le rapport, et qui dit que le Gong n'est pas impliqué dans le déclenchement des émeutes de mars 67, et mais qu'il fait une propagande contre l'unité nationale, et pour ça on pourrait effectivement demander la saisine de la Cour de sûreté de l'État. C'est pour vous dire que le préfet est au courant, mais il persiste dans cette accusation du Gong, parce qu'il a très peur. Il faut dire que le préfet a fait l'Algérie, si je peux dire, il a fait aussi l'Indochine, enfin il a fait un peu tous les territoires coloniaux, et pour lui, le Gong c'était le FLN. C'est bien clair dans tout ce qu'il écrit, on le voit, il avait peur d'être... c'est le FLN, plus Cuba, alors voilà, il avait très très peur de cela. Et donc, lorsque le 26 mai, il y a une grève des ouvriers du bâtiment qui demande une augmentation de salaire de 2,5%, il y avait un épisode de transformation urbaine par le maire Bangou, donc justement pour loger, pour essayer de résorber l'habitat insalubre, pour donner aussi du travail à des gens et pour loger donc les populations affluant en ville. Ces ouvriers du bâtiment demandent 2,5%. On commence déjà par leur envoyer les CRS sur les chantiers à 8h du matin. Il y a des tirs déjà avant le début des violents événements de l'après-midi. Il y a des blessés. Et puis, il y a des négociations qui s'ouvrent à la sous-préfecture, à la chambre de commerce, pardon, avec une délégation patronale, une délégation syndicale. Et la foule se masse sur la place qui est devant la chambre de commerce et la sous-préfecture. 900 000 personnes sont là et attendent les résultats. On apprend que la négociation n'a pas fonctionné, et on dit que le délégué patronal aurait dit quand les nègres auront faim, eh bien ils rentreront. Et alors ça déclenche évidemment quelques protestations, vous pouvez imaginer, et quelques échanges de projectiles divers, dont un projectile qui est très 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 dangereux, c'est les conques de Lambie, c'est-à-dire c'est une espèce de gros, très gros coquillage, mais qui a des pointes comme ça, et qui fait des dégâts donc parmi les CRS. Et dans cette manifestation, il y a Jacques Nestor, dont je vous ai parlé, le leader de masse des jeunes
enfin de Pointe-à-Pitre, et qui est tué, qui est abattu, donc qui est tué. Alors, le problème c'est le problème de ce qu'on a essayé de démêler dans les archives, c'est-à-dire qui a tiré, à quelle heure. Qui a tiré à quelle heure? Parce que, contrairement au rapport que j'ai pu consulter par ailleurs sur d'autres épisodes de manifestations, les rapports des gardes mobiles ou des CRS sont très flous. À partir du moment où ils se mettent à tirer, on ne sait plus rien. Il n'y a plus de description, alors que d'habitude, les rapports des CRS ou des gardes mobiles, ce qu'on appelle les JMO, les journaux de marche en opération, sont très précis. Il y a le nombre de munitions, etc. Là, il n'y a pas. Donc ça, c'est un premier point. Après la mort de Nestor, évidemment, qui est très très aimé de tous les jeunes, c'est l'embrasement complet, il y a des armureries pillées, voilà. Et à ce moment-là, le préfet fait revenir de l'aéroport les gardes mobiles, qu'on appelait les képis rouges là-bas, mais qui n'ont rien à voir avec l'armée, hein, c'est des gardes mobiles, qui c'est les Pumas, donc, qui devaient repartir chez eux, c'était la veille de la fête des mères. Ils étaient là depuis 3 mois, on les fait descendre de l'avion, et on les fait repartir en ville. Et je crois que c'est important pour comprendre ce qui s'est passé. Ils sont dans une rage absolue. Ils étaient là depuis 3 mois, ils repartent, ils devaient être chez eux pour la fête des mères, et voilà. Ils sont dans une rage absolue, et ils tirent partout. Ils tirent partout, et ça dure toute la nuit, il y a des ratonnades vraiment, il y a des rafles dans les quartiers populaires, enfin, voilà. Les gens qui sont tués, finalement, on ne sait jamais, il n'y a eu aucun bilan jamais publié. Dans les rapports, ce qui était dit oralement, le préfet, une fois, il a dit « un mort ». Jacques Nestor, on ne pouvait pas le cacher, enfin, c'était... Mais il y en a eu plus. On a 8 noms de personnes qui ont été tuées. On a les 8 noms. Il y en a sans doute plus. Et là, il y a un enjeu, si vous voulez, aujourd'hui, qui est pour ça que j'ai fait la phrase liminaire sur la question des mémoires militantes et de l'histoire qu'on fait avec les documents qu'on peut. C'est qu'aujourd'hui, il y a des sites, sur des sites, par exemple, on trouve 200 morts. 200 morts, c'est absolument impossible de l'avis des gens qui sont là-bas, par rapport, si vous voulez, il y a absolument... Nous, on a fait tout l'état civil, on a fait les archives hospitalières, ce qu'on avait... Enfin, pas les archives hospitalières, parce qu'on les avait plus. On était voir les chevêchés, enfin, on a cherché partout, on pouvait avoir des traces de ces morts, et on n'en a pas trouvé. Donc il est probable qu'il y ait quand même des gens qui étaient enterrés clandestinement, parce que ça a tellement été effrayant, ça a duré 2 jours, hein, je ne vais pas vous raconter tout le reste, mais ça a duré 2 jours, les émeutes, le ratissage, etc. Donc il y a eu une terreur complète, et avec aussi des affrontements entre blancs et guadeloupéens, enfin autochtones, si je peux dire. Et donc, des gens qui ont eu très peur, hein, qui ont eu très très peur dans ces moments-là. Et en fait, voilà, le Gong est accusé tout de suite, évidemment, d'avoir déclenché cette émeute. Les chefs, enfin ceux qui étaient connus, sont arrêtés tout de suite et transportés à la santé. Voilà. Nouvelle commission de la DST, de la police judiciaire, en juin. Le commissaire Gévaudan, qui est quand même connu parce qu'il a été très présent dans tous les événements en 68 et après. Le commissaire Gévaudan en personne vient et dit « le Gong n'est pas responsable des événements ». Enfin, nouvelle démonstration, ce qui n'empêche pas les gens de rester en prison jusqu'au procès qui a lieu, et là on rejoint 68, en février-mars 68. Et en février 68, au moment où le procès se tient à Paris, le procès de la Cour de sûreté de l'État, il y a des manifestations de soutien des étudiants nanterrois et parisiens pour les inculpés, qui finalement sont après des personnalités qui sont venues témoigner, Jean-Paul Sartre, Aimé Césaire, Henri Leclerc, qui était le responsable de la défense, d'autres avocats du barreau de Paris et du barreau de Pointe-à-Pitre. Finalement, le procès n'a pas réussi à prouver l'accusation, et donc il y a des acquittements ou des peines de prison avec sursis. Deuxième procès qui s'ouvre à Pointe-à-Pitre, les émeutiers ordinaires, on pourrait dire, hein, c'est-à-dire ceux qui ont été pris sur le fait, dans une ambiance assez lourde et tendue.
c'est pareil, il y avait à la fois des avocats de la Guadeloupe, alors aussi bien de la gauche à la droite, donc on a une espèce de coalition de défense, y compris des avocats de droite, et puis des avocats parisiens, Courrèges, Leclerc. D'ailleurs, Leclerc est allé cette année, il est retourné en Guadeloupe et il a été accueilli de façon extrêmement aimable, on peut dire. Et donc le procès a lieu, et là il se passe quelque chose d'extraordinaire et qui d'ailleurs conforte la thèse que nous avons finalement donnée du fait que c'est sans doute le commissaire principal qui a donné l'ordre de tirer sur Jacques Nestor. C'est que le commissaire principal Canales est appelé à la barre, enfin comme d'autres témoins, et il refuse de venir. Donc le commissaire principal refuse de venir témoigner alors qu'il est... Bon. Et alors à ce moment-là, les juges décident de l'aller chercher par la force. La police refuse, se met en grève. C'est-à-dire qu'elle protège son chef. Et à ce moment-là, c'est les militants indépendantistes qui font le service d'ordre, quand même, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de débordement. Et du coup, les gens sont quasiment acquittés, presque tous, sauf ceux qui avaient été pris pour vol. Voilà. Donc, bilan de tout cela. Je vais un peu vite, mais bon, il faut arrêter pour qu'on puisse débattre. Un renversement spectaculaire dans le procès, parce que là, il devait être témoigné. Mais une victoire qui est apparemment, aussi bien à Paris qu'à Pointe-à-Pitre, une victoire juridique et politique, mais qui en réalité fait le boisseau, si vous voulez, sur ce qui s'est passé réellement. Et il n'y a pas de responsabilités qui ont finalement été énoncées. On ne sait pas qui a fait ça. On ne sait pas quel est le bilan précis. On ne demande pas de compte à l'État sur ce qui s'est passé réellement. Et la commission dans laquelle nous étions, qui a essayé de faire la lumière à partir des archives de l'État, n'a pas pu se prononcer sur le nombre de morts, enfin n'a pas pu prouver d'autre chose que les 8 morts qui ont été nommés. Voilà. Alors en 68, il se passe ce que tu as dit, les locaux de cette association qui a été fait à la fois par l'Amicale des travailleurs antillo-guyanais, l'association des étudiants guadeloupéens et bien sûr l'Union des étudiants guyanais. Et par ailleurs, et ça c'est intéressant parce que ça nous ramène à toute la politique de l'État, les locaux du Bumidum à Paris sont provisoirement occupés. Ils sont tagués et il y a même la télévision diffuse cette nouvelle brièvement le soir. Vous savez que la télévision a toujours fonctionné. Là, c'était des techniciens grévistes et des journalistes non grévistes, mais on voit, et on peut voir sur ina.fr, les murs du Bumidum tagués. Bumidum, plus l'affiche des Beaux-Arts, non, on est grillé du Bumidum. Donc, la revendication n'était pas complètement absente, même si ce n'était pas essentiel voilà. Alors, je terminerai simplement pour dire qu'après 70, il y a de nouveaux syndicats indépendantistes qui revendiquent l'héritage de mai 67 et du GONG. D'abord, l'Union Générale des Travailleurs Agricoles, fondée par un ex-dirigeant du GONG, le seul en fuite. Il a refusé de se laisser arrêter, il est parti. Il est resté 10 ans en clandestinité et il a fondé un syndicat, Louis Théodore. Voilà, ils ont récupéré des terres. Ils sont même allés négocier avec la préfecture, mais pas lui. Il disait non, il faut que ça soit la base qui aille négocier, parce qu'évidemment, ça aurait été compliqué pour lui. Et aussi l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, l'UGTC, fondée en 73 et qui est la principale organisation, vous savez, du département qui a mené la grève de 2009 avec à sa tête Élie Domota. Voilà, merci. Après je vous laisse la parole parce que c'est compliqué, c'est-à-dire que ce qui s'est passé à la Réunion par rapport à la différence, c'est que pour contrer l'influence du Parti communiste réunionnais, on a fait appel, outre à la fraude électorale, ça c'est une constante, à Michel Debré. Et Michel Debré s'est fait élire député en 1963 et a inversé, si vous voulez, toute la stratégie de l'État par rapport à la Réunion en développant une stratégie de l'État-providence. Donc il a eu, grâce au bourrage des urnes, 80% des suffrages.
Et Paul Vergès a eu donc 18%, donc voilà, alors qu'on était dans un pourcentage inverse avant, donc là il y a eu trafic évidemment. Et il y a eu une espèce de nouvelle politique importante, en faisant pression sur les employeurs pour qu'ils payent quand même les cotisations. Et donc cette politique de l'État-providence a été aussi développée de façon moins importante parce que tout le monde n'avait pas l'entre-gens de Michel Debré dans les arcanes politiques de l'État français. Il est resté député quand même jusqu'en 1988, hein, mais ça a été aussi le cas de transferts financiers importants, aussi bien en Martinique et je crois en Guyane aussi, hein, qu'en Guadeloupe, pour essayer justement de détacher les populations donc ultramarines, comme on dit aujourd'hui, des autonomistes et des indépendantistes qui étaient une minorité, mais active. Voilà.